Bonjour tout le monde, bienvenue au 13e épisode du podcast L'État financier. Donc cette semaine, je suis toujours en présence de mon collègue Gabriel. Salut Gab. Salut tout le monde, salut JP. Et également, avec un petit peu de grand plaisir, on accueille un nouveau collaborateur. On a souvent eu notre collaborateur spécial qu'on avait toujours à l'époque, qui était Thomas, mais aujourd'hui on a JB. Donc salut JB. Bonjour à tous. Et puis, donc on fait ça en mode conventionnel. On va y aller avec nos deux segments classiques là, au son de la cloche et dans vos poches. Mais avant d'entamer avec les sujets, c'est les deux sujets de Gab d'ailleurs cette semaine qui nous a proposé, après une grande réflexion qu'il a fait entre le mardi et le mercredi. Donc je vais lui laisser par contre faire le petit disclaimer au préalable qui est très clé dans notre podcast. Oui, on n'oublie pas, comme je vous l'ai dit en fait dans chacun des épisodes, c'est sûr c'est toujours important quand on vous parle de sujets. C'est vraiment le reflet de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Moi, comme toujours, je vous invite à prendre contact avec soit votre conseiller financier, planificateur, fiscaliste, quiconque est autorisé en fait à faire des recommandations officielles de placement. Voilà. Parfait. Donc, entamons ça en force avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, je vais pas vraiment introduire le sujet. Je vais laisser Gab le faire, puisque c'était un très bon sujet qui nous a soulevé sur la finance de marché, là, et qu'on a plusieurs choses à dire, étant donné nos emplois actuels, et JB va pouvoir en ajouter beaucoup dans son poste actuel. C'est un contexte de finance de marché qu'il connaît bien également. Donc, je vais laisser Gab l'introduire, et puis par la suite, entamons la discussion un petit peu. Bah oui, effectivement, aujourd'hui, on voulait revenir avec vous, en fait, sur l'un, en fait, des pires crimes, en fait, financiers, c'est qui peut exister, en fait, quand on exerce dans le milieu des valeurs mobilières. Il s'agit en fait du délit d'initié, ou comme on l'appelle en anglais, le insider trading. JB, peut-être tu pourras nous introduire un peu en fait comment toi tu définirais en fait le délit d'initié justement pour des gens qui sont novices en fait en finance. Oui, donc le délit d'initié, c'est le fait de transiger sur des titres et d'essayer de faire de l'argent avec des informations qui sont privées, qui ne sont pas public, donc du coup ce serait un désavantage des investisseurs habituels. Ok, donc dans le fond en fait c'est ça, c'est vrai que le délit d'initié comme tu l'as bien dit en fait c'est ça, c'est de posséder de l'information privilégiée ou ce qu'on appelle de l'information confidentielle, puis de pouvoir transiger à son intérêt en fait avant la plupart du public. Le meilleur exemple que je peux donner en fait en termes de délit d'initié, c'est que imaginons que vous êtes vice-président d'une compagnie qui est sur la bourse et que vous savez en fait pertinemment par exemple que les résultats financiers vont pas être bons. Vous pourriez être tenté en fait à proprement parler de se dire parfait, ça n'a pas été encore révélé encore aux investisseurs, puis le jour où ça va l'être dévoilé, c'est sûr que peut-être l'action va perdre en valeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mes actions avant avant de divulguer l'information de manière publique. Donc là entre guillemets, vous faites de l'argent alors que la plupart des investisseurs ne peuvent pas le faire. Vous êtes à l'avantage. Exact. Et puis, je crois qu'un point clé à également mentionner là, sur l'information privilégiée, c'est le fait que une information clé ou qu'on va considérer privilégiée, c'est aussi une information qui va avoir un impact majeur ou qui va avoir du moins, peut-être pas majeur, mais un impact notoire sur le cours boursier. C'est sûr que une information qui n'est pas publique, qui semble avoir de l'envergure, mais qui ferait un petit peu des boules de neige, ça paraîtrait même pas dans les marchés financiers, n'est pas nécessairement une information privilégiée. Mais tout ce qui a un impact sur le cours, si c'était connu du public, est effectivement quelque chose sur lequel on ne devrait pas transiger. Le but, encore une fois, de notre segment aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu ça, mais aussi, comme on aime bien le faire, pas juste vous faire un petit peu de vulgarisation d'un concept, mais également parler de cas connus qu'on a étudiés, je crois, à l'époque à l'université également. Là, donc, on va pouvoir en parler un peu plus. Je sais pas si on veut entamer là-dessus. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter sur le concept de délit d'initié JB, ou on passe vers les cas? Non, pas grand-chose. C'est vrai que c'est un délit qui est assez grave et qui est très monitoré parce que ça représente beaucoup de risques pour la personne qui en serait coupable, mais aussi pour son entreprise, même si ça peut être que d'un point de vue réputationnel, c'est terrible pour une compagnie de subir ça. Exactement, puis c'est aussi comme Gab le dit, c'est un crime. On va peut-être aborder brièvement le genre de sentences. Là. Les sentences, on va considérer ça comme un crime, mais les sentences, est-ce qu'on sont au niveau d'envergure que ça devrait pour ce genre de crime-là? Peut-être pas, mais ça, on en reparlera. Mais l'élément clé également à savoir sur le délit d'initié, si on peut dire, c'est que en général, on le sait qu'on est dans un contexte de délit d'initié. C'est très rare que quelqu'un va dire non, je n'étais pas du tout au courant, je suis surpris d'avoir fait un délit d'initié. Donc, c'est vraiment l'acte de transaction qui va enclencher ce délit-là. Et c'est ce qui essaie d'être monitoré. Et c'est difficile de le monitorer pour les organisations réglementaires à l'externe des compagnies.
Ouais, puis surtout, ce qui est pas évident en fait avec le délit d'initié, c'est que la notion de délit initié dépend si vous étiez en fait, ou c'était volontaire aussi, puis si vous en étiez, vous étiez au courant en fait. C'est sûr que si vous êtes entre guillemets la personne qui est comment dire le balayeur par exemple de l'immeuble où il y a eu par exemple des résultats financiers récents, puis que vous prenez conscience en fait indirectement qu'il va y avoir en fait je sais pas, par exemple une faillite d'entreprise, ça pourrait être un bon exemple. Bah, c'est sûr que vous, dans votre position, vous êtes moins apte, entre guillemets, à détenir en fait de l'information privilégiée. Donc il y a toujours, c'est toujours très difficile en fait, même pour le régulateur en fait, de déterminer si la personne était vraiment au courant de ce qu'elle faisait, etc. Parce qu'encore une fois, il y a des circonstances atteignantes, ça dépend de chaque contexte en fait. Et puis c'est justement, je trouve que le cas justement qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est probablement un classique, là, c'était la fameuse affaire Martha Stewart. C'est un bon exemple en fait aussi de situation où justement c'était difficile de juger parfois sur certains intervenants là, qui ont été dans l'histoire, est-ce qu'ils étaient coupables réellement ou non là. En tout cas, c'est un jugement de valeur rendu là. Donc effectivement, allons directement dans le cas Martha Stewart. Et puis, pour vous faire l'introduction de la personne qui est Martha Stewart, là, ce n'était pas, comme on le parle dans plusieurs épisodes, là, une grande femme de la finance qui avait une historique de trading pour la Société Générale ou quelque chose de même. C'était plus une personnalité et une femme d'affaires là, américaine qui œuvrait, je ne me trompe pas, dans le domaine du mobilier, etc. Un peu comme le mode de vie globalement. Là. Ouais, c'est un peu la Valérie Damido, on dirait, comment dire, pour nos auditeurs français, là, aux États-Unis en fait. Donc je pense que Martha Stewart, à ma connaissance, elle possède en fait plusieurs magazines en fait, puis des émissions de télé, c'est ça, sur l'aménagement intérieur. Ça va jusqu'à la cuisine aussi, ouais. En fait, donc pour revenir un peu sur l'affaire Martha Stewart, en fait, on va la jouer simple en fait. C'est que tout simplement, Martha Stewart, elle était amie en fait avec le président d'une entreprise qui s'appelait Imclone. Donc c'était une compagnie en fait qui développait des nouveaux médicaments. Puis comme vous le savez, aux États-Unis, c'est la même chose, je pense, dans la plupart des pays entre guillemets où quand même il y a une certaine régulation. Là. Les médicaments, ils doivent être approuvés par une administration qui s'appelle la FDA. Puis Imclone, en fait, en 2002, la boîte a été en fait sur surveillance accrue. Puisqu'en fait, juste avant l'annonce en fait, officielle de certains résultats financiers qu'il y avait eu justement sur cette entreprise-là, le président ainsi que l'une de ses amies les plus proches, Martha Stewart, ce fameux président, il s'appelait Sam Vaxall, ils ont transigé en fait, de nombreuses opérations en fait, dans leur compte de courtage. Apparemment, le courtier aussi qui a effectué en fait, la transaction était lui aussi au courant là, de tout ça et que Martha Stewart était l'ami du président de l'entreprise et ils ont vendu leurs actions avant que ce soit public. Donc, c'est sûr que là, rendu là, ils ont fait de l'argent avec la perte en fait, en ayant vendu au bon moment là, puis en rachetant plus bas. Puis c'est c'est un bon exemple en fait de délit d'initié. Donc c'est sûr que Martha Stewart après ça, elle a été quand même condamnée à de la prison parce que tu peux pas faire. C'est vraiment encore une fois vraiment interdit là aux États-Unis. Là, c'est très très sévèrement régulé. Ils sont allés en prison pour 3 mois, je crois, si je me souviens bien là. Et elle a dû payer des centaines de milliers de dollars d'amende. Ça a beaucoup. Je pense qu'en termes réputationnels, comme tu l'avais dit, Jean-Baptiste, c'est assez dédommageable là, rendu là. Exact. Et puis, ça montre un petit peu le concept, puis Gab l'a soulevé. Là, Martha Stewart n'était pas du tout liée à la finance. Donc, le fait qu'elle a été. Oui, sa peine a été assez courte, on va s'entendre. Mais tout de même, c'était assez intéressant que les agences réglementaires ont tout de même dit, même si elles n'y connaissaient rien, même si à première vue ça pourrait être possible, sa défense qui était je ne connais pas la finance, je ne suis pas impacté, comment j'aurais pu avoir un impact sur ou faire cette transaction-là en connaissance de cause malgré son lien direct avec le propriétaire de la compagnie. C'est sûr que ça avait un impact, mais c'était quand même intéressant. Une décision qui était prise envers quelqu'un qui n'était pas du tout dans le secteur financier. C'était quand même une décision marquante. Je sais qu'il y avait aussi un autre cas qu'on voudrait parler, c'est JB en fait qui l'a soulevé. Puis c'est Martha Stewart, ça fait quelques années, on s'entend. Là, nous, on trouvait ça ironique en Amérique du Nord parce que, encore une fois, cette femme-là, on n'aurait jamais pensé qu'elle aurait pu avoir un white collar crime, comme on dit en anglais, là, et se ramasser avec des démêlés avec la justice financière. Mais le cas d'actualité est peut-être plus intéressant. JB, je te laisse introduire, là, c'est très récent. Oui, c'est passé cette semaine, c'est-à-dire que cette semaine, on a l'action de Kodak qui a eu un fort mouvement au milieu de la semaine qui a gagné 35% parce qu'un rapport a exonéré le management
parce qu'il y avait des suspicions de délit d'initié. En fait, Kodak avait reçu un prêt de 765 millions de dollars de la part du gouvernement pour développer des médicaments, pour se lancer un peu dans cette nouvelle industrie, parce que c'est une entreprise qui est en difficulté, parce que plus personne n'utilise d'appareils photo jetables. C'est ce qu'on avait dit avec Thomas, là. Je pense que c'était plus des souvenirs de vacances en 2005, là, si vous vous souvenez, messieurs, là. Oui. Et donc, quand il y a eu cette annonce de prêt, on a vu le cours de l'action de Kodak qui a skyrocketé, donc comme on dirait bien en anglais, donc qui a vraiment eu un très fort rendement. Des suspicions de délits d'initié sont arrivées, donc le prix de l'action a été très volatile dans les semaines qui ont suivi. Oui, donc ça montre effectivement l'importance en fait d'avoir quand même une régulation efficace, là, justement pour prévenir en fait tout simplement toutes les formes qui peuvent exister là, de délits d'initié. Toi, Jean-Baptiste, qui travaille, on va dire quand même plus que nous en fait, vraiment au cœur du système financier, comment tu penses en fait, puis tu pourras nous dire évidemment sans citer de nom ou quoi que ce soit, comment chez vous, en fait, vous gérez à proprement parler là, le risque puis la gestion de la formation à l'interne? Oui, donc chez nous, c'est un sujet très important. On est au contact d'informations privilégiées quotidiennement. L'organisation prend ça très à cœur parce que c'est un vrai risque réputationnel. Si on commence à savoir que dans notre organisation, il y a des gens qui utilisent cette information-là, nos partenaires vont plus jamais vouloir nous communiquer d'informations parce que ça crée trop de risques chez eux. Donc même de ce point de vue-là, on ne peut pas se permettre d'un point de vue d'affaires de le faire. Donc, ce qui est fait, c'est très simple. Dès que quelqu'un obtient de l'information privilégiée, il doit le reporter. Et donc, la compagnie sera mise sur une liste spéciale. Et nous, dans notre vie quotidienne, si jamais on veut passer des trades et acheter des actions, on doit demander une autorisation qui va nous être souvent accordée si le titre n'est pas sur la liste restreinte. Si le titre est sur la liste restreinte, on dit non, vous ne pouvez pas trader. Et on doit attendre que le titre ne soit plus sous embargo. Exact. Puis c'est ça, j'en ai entendu parler souvent. Dans le domaine dans lequel tu travailles, les transactions, les trades ne vont pas se faire à l'intérieur d'une journée souvent. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut être de longue haleine. Et donc souvent, certains titres qui sont intéressants, parce que vous avez de l'information là-dessus, peuvent être, entre guillemets, blacklistés ou être sur la liste en question pendant plusieurs mois. Et même des fois, les transactions sont tellement reportées que le titre reste là pendant super longtemps. Et donc, en tant qu'investisseur unique, en sortant de l'institution pour laquelle tu travailles ou pour laquelle on travaille, on ne peut pas absolument transiger pendant cette période-là. Donc, c'est une méthode qui est... il y a des failles, on s'entend, là. Il y a quand même des problèmes qui sont arrivés dans le passé avec ce genre de méthode-là, mais je crois que c'est celle qui était la plus stable et qui a amené, si on peut dire, le plus de stabilité pareil, même si, encore une fois, quelqu'un qui est malveillant et qui veut littéralement transiger sur un titre peut le faire de bien des manières, malheureusement, sans demander l'autorisation ou sur son compte officiel ou peu importe. Il existe des manières parce qu'il y a plusieurs cas et on parlait d'une statistique, tu l'as soulevé tout à l'heure, là, que la majorité des cas de délit d'initié ne sont pas toujours découverts, ne sont pas toujours prouvés, ne sont pas toujours... Les commissions réglementaires ne vont pas les identifier, ne vont pas faire des poursuites, il ne va pas avoir des pénalités pour ça. Et il n'y a pas vraiment de pourcentage pour le dire, là, pour décrire cette proportion-là, mais c'est un problème qui existe toujours et qui, peu importe la méthode, je crois pas qu'il y a de bonnes méthodes qu'une institution peut mettre en place dans le but de limiter ou d'assurer à 100% parce que tout dépend de la bienveillance de l'organisation, mais surtout des employés. Si les employés ne veulent pas en faire, ça va être correct. Si un employé qui est vraiment malveillant veut faire une transaction sur ces titres-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui peut l'empêcher tout de même. D'où l'importance aussi de la déontologie en fait professionnelle. C'est sûr que la plupart des grandes firmes, puis je sais que par exemple dans le genre de boîte où tu travailles, par exemple Jean-Baptiste, puis comme toi aussi JP, vous avez un code d'éthique, un code de déontologie à l'interne, puis des codes professionnels aussi quand on fait partie ou qu'on a un certain niveau de diplôme là. Puis je pense que c'est sûr que c'est ça en fait qui fait la balance. Après, c'est sûr, c'est ça qui est drôle en fait aussi avec le délit d'initié, c'est que si on revient en fait plus dans le passé, en fait le délit d'initié n'avait pas cette même mauvaise réputation qu'il peut l'avoir aujourd'hui. C'est sûr, souvent on l'associe par exemple aux fraudeurs entre guillemets, mais dans le passé c'était vu aussi d'une façon positive dans le sens où le fait que les gens fassent du délit d'initié, le prix va réellement refléter la vraie valeur en fait de l'entreprise et non une valeur des actionnaires entre guillemets qui ont accès à l'information publique. Exact, c'était vu un peu sous l'angle de l'efficience des marchés. Officiellement, la particularité, c'est qu'une information privilégiée devrait être en premier si un individu la dispose. Bon, pour fin, encore une fois, de régulation des marchés, devrait la divulguer avant de transiger, on s'entend, là, c'est pas ça qui se passe réellement. Mais le but serait de dire ça amène l'efficience dans la mesure où
plus l'information est disponible sur une compagnie et que c'est de l'information pertinente et légale, bien entendu, à divulguer, le mieux c'est pour les marchés, le mieux c'est pour la valeur boursière, le mieux c'est pour tout le monde au final, parce que les personnes vont pouvoir transiger en meilleure connaissance de cause. Et puis c'est là où c'est ce que ça rend le délit d'initié un peu particulier, c'est le fait que c'est pas tout à fait... Ça a dévié vers un autre sens, parce que, et on le parle souvent dans nos épisodes de Scandale, la publicité des délits d'initié, c'est pas... mais tu sais, quand c'est fait de manière assez régulée et tout, au moins l'information est rendue publique, les titres sont plus parfaits, sont mieux pricés, entre guillemets. C'est surtout pour les mauvaises causes, les mauvais exemples et les situations un petit peu problématiques. Je sais pas si tu voulais rajouter quelques points, JB, avant peut-être qu'on tourne vers notre second segment. Oui, c'est sûr que c'est nous qui avons décidé, l'industrie financière, que c'était pas quelque chose qui était acceptable. Je pense que c'est principalement d'un point de vue d'équité envers les autres investisseurs, c'est-à-dire que c'est trop facile de faire de l'argent avec de l'information que les autres n'ont pas, et je vais pouvoir arnaquer des gens, leur faire vendre leur titre alors qu'il vaut beaucoup plus en vrai. C'est vraiment déloyal. Ouais, exact. Non, c'est ce qui rend la situation intéressante. Je sais pas si Gab, tu avais quelque chose à rajouter avant. Bah oui, c'est sûr que au niveau du délit d'initié, un bon exemple, si vous voulez regarder à l'extérieur en fait, des bouquins puis de l'actualité, vous avez toujours Le Loup de Wall Street. C'est un bon exemple en fait d'excellents films qu'on avait recommandés là, où justement il y a des situations, on va dire, avec le fameux IPO de Steve Madden là, que vous pourrez lire dans le bouquin ou dans le film avec Léo DiCaprio, c'est sûr que ça peut vous donner un peu d'appétit à la curiosité concernant ce sujet qui est, moi, à ma foi, vraiment passionnant. Exactement. Puis pour conclure, c'est un peu l'élément clé là, qu'on le mentionne souvent, là, on est des personnes qui sont très axées régulation et conformité. Là, moi, c'était personnellement un de mes sujets préférés lorsqu'on était à l'université. Et puis on dit souvent que les délits d'initié, et puis JB tu l'as mentionné, c'est quelque chose que l'industrie financière a décidé de mentionner comme étant pas bon. Et puis ça a pris des cas qui ont été problématiques dans le but d'améliorer, si on peut dire, la conformité et la réglementation, ce qui est bien. Un système financier bien régulé et de manière uniforme est bon pour tout le monde, est bon pour l'ensemble de la finance générale, et le fait que le plus possible, même si ce n'est pas le cas, tout le monde dispose d'une information équitable et des mêmes chances d'avoir des opportunités au niveau des marchés. Le plus on se rapproche de cet idéal-là qui est très difficile, le mieux c'est. Donc c'est là où les délits d'initié, sujet pertinent, mais aussi c'est bien pour la conformité, c'est bien pour améliorer un peu la régulation et l'uniformité dans les marchés. Passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet qu'on voulait vous parler pour la partie un petit peu plus finance personnelle, là, après être tombé dans un sujet assez détaillé. On est resté en surface, mais le sujet de finance de marché était peut-être un peu plus complexe que d'habitude là, par rapport au scandale ou au cas qu'on fait. Le but de notre segment Dans vos poches, c'est de vous parler un petit peu d'un segment de la finance que vous allez souvent vivre quand vous allez avoir un rapport avec un professionnel de la finance dans le domaine des succursales ou peu importe de vos institutions financières, et qui est quand même important de comprendre dans le but de, si on peut dire, décortiquer le genre de conseils dont vous obtenez de ces spécialistes-là. On vous les recommande souvent, on vous dit souvent de les consulter, mais on va peut-être essayer de démystifier un petit peu les stratégies ou les réflexions qui vont se faire derrière le travail de ces professionnels-là. Je vais laisser Gab, encore une fois, c'est un sujet que Gab nous a soulevé, donc je vais laisser introduire un peu et proposer un petit peu la structure du segment. Oui, en fait, on va vous parler en fait d'un thème en fait à proprement parler de la finance qui est parfois méconnu en fait. Il s'agit en fait de la finance comportementale. C'est sûr que c'est une matière aussi large comme on pourrait dire que la philosophie ou la sociologie là, de l'investisseur, mais c'est un peu ça en fait. C'est de comprendre en fait comment les investisseurs réagissent sur plusieurs situations en fait, émotivement, en termes de sensations, etc. Et c'est vrai que des fois ça amène, souvent ce qui est intéressant c'est que la psychologie de l'investisseur elle va amener certains biais puis certaines façons en fait, ou certains raisonnements cognitifs en fait, pour effectuer certaines actions, donc acheter ou vendre par exemple des titres boursiers. Il y en a plusieurs en fait, des biais, puis je pense qu'on va pouvoir en énumérer quelques-uns là par exemple si vous souhaitez les gars. Le premier, moi, on a retenu ensemble, puis je pense que vous serez d'accord de dire que c'est quand même assez intéressant, c'est le biais de l'argent et de sa valeur. C'est sûr, par exemple, une façon facile de le visualiser, c'est que $1 million, perdre $1,000 de $1 million, c'est pas grand-chose. Par contre, perdre $10 de $100, c'est énorme pour la personne qui le détient. Donc en gros, effectivement, souvent, en tout cas tout dépendamment de votre contexte social, entre guillemets, une perte d'un certain montant en fait, va représenter
va représenter pas la même chose en fait, alors que c'est le même pourcentage à proprement parler. Donc votre attitude, puis votre capacité à absorber du risque, elle n'est pas la même, tout dépendamment, encore une fois, là c'est plus de votre statut social, mais aussi de vos revenus. Donc c'est une bonne façon de l'introduire. Oui, je pense qu'un bon exemple qui est assez facile à imaginer, je pense que vous l'avez déjà eu cette réflexion-là, mais si vous êtes dans le désert, 1 litre d'eau n'aura pas la même valeur que si vous êtes en ville. Bien évidemment, dans le désert, 1 litre d'eau, ça aura beaucoup plus de valeur parce que c'est vital, alors que quand vous êtes chez vous, vous avez juste à ouvrir le robinet et puis vous avez 1 litre d'eau. Exact. Donc la réflexion de la partie de l'argent et sa valeur, dépend un petit peu de chaque individu et comme Gab l'a dit, du contexte de chacun. Donc c'était notre premier billet. Le deuxième billet, je vais peut-être enchaîner déjà vers le deuxième, là, qui est la préférence pour le statu quo. Et puis la mention est assez simple. En général, lorsqu'on parle d'argent, c'est très rare qu'un individu qui a la porte ouverte de pouvoir remettre une décision plus tard ne va pas la préférer plutôt que de devoir prendre une décision tranchée dès le début, dès maintenant. Un bon exemple à ça, c'est quelqu'un qui aurait le choix présentement d'investir aujourd'hui dans les marchés 10 000 $, ou bien d'attendre. Et en absence de connaissance de cause, en absence d'information, qu'est-ce que la personne va préférer faire? Peut-être attendre. Il y a des personnes, et puis ça, je crois que vous avez des bons exemples dans vos amis probablement, qui ne sont jamais rentrés dans les marchés, ils ont toujours remis la décision plus tard. C'est l'exemple classique. Donc, le fait de rentrer dans un contexte risqué, pourquoi rentrer dans un contexte risqué si je peux attendre à plus tard? On ne dit pas c'est quoi l'impact, là, le rendement, on ne veut pas parler des personnes que ça fait 15 ans qu'ils remettent ça, là, mais c'est un exemple assez classique de ce qu'un individu peut avoir comme biais comportemental au niveau de la finance. Exact, puis effectivement, comme tu l'as mentionné, JP, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui reportent à plus tard, en fait, qui investissent jamais, en fait, à proprement parler. Puis ça, c'est un peu à voir, à mettre en perspective aussi, à plus généralement, la notion que les gens ont du risque, en fait. N'oubliez pas que le risque, ça peut être, comme je vous l'avais précisé, je pense que c'était dans l'objectif d'investisseur, là, le profil d'investisseur dont on avait parlé, je pense que c'était le 2e épisode. Le risque, ça peut être positif ou négatif. Puis pourtant, c'est bien important de prendre en conscience que de reporter sa décision de placement, vous évitez en fait du rendement qui aurait pu être effectué là-dessus. Donc n'oubliez pas, c'est ça, de prendre en compte que plus vous y prenez tôt, puis c'est bien important aussi même dans vos finances personnelles, plus vous commencez à épargner tôt, plus c'est facile entre guillemets d'atteindre vos objectifs financiers rapidement. Je pense qu'on peut passer au 3e biais qui est l'aversion pour la perte. C'est-à-dire qu'un investisseur, toute chose étant égale, va préférer ne pas perdre d'argent. C'est vraiment, on ne veut pas perdre d'argent, quitte à ne pas en gagner derrière. C'est-à-dire que si je vous propose, vous me donnez 100 $ et puis vous en rendrez 105 l'année prochaine, beaucoup de gens prendront ça plutôt que de prendre un deal où je dirais tu me donnes 100 $, une chance sur 2 je t'en rends 150, une chance sur 2 je t'en rends 90, parce que les gens ont peur de perdre, alors que statistiquement, ma seconde offre est bien meilleure. C'est ça, effectivement. Puis un autre aussi qu'on trouvait intéressant aussi, c'était la surcharge d'informations. Puis je trouve que c'est assez pertinent parce que souvent, on a toujours des amis ou des personnes dans notre entourage, puis aussi dans notre famille, qui nous disent quoi faire. Donc souvent, comment dire, on a toujours tendance à faire confiance à proprement parler là, sur cette information-là, au lieu en fait de se renseigner aussi par soi-même. Là. Exact. Et puis moi, je me vois souvent aussi dans des bureaux de banquiers ou de spécialistes bancaires. Je crois que la stratégie que la personne qui est devant moi va m'offrir va être la capacité d'information, la disposition d'information qu'on peut vous donner dans les services financiers est assez majeure. Par contre, quelqu'un qui n'a pas une base de finance et qui ne s'intéresse pas à ça, on va pas commencer à sortir des chartes, à sortir des résultats historiques, des portefeuilles sur les 15 dernières années avec des pics à chaque semaine, etc. Il y a une logique dans le service que vous obtenez qui est vraiment liée à la finance comportementale parce que les banques ont toute l'information. Ils pourraient vous donner de l'information précise, mais comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Et c'est littéralement pour ça que vous avez souvent une information qui va changer d'une personne à l'autre. Vous pourriez parler à un de vos proches ou un de vos parents puis lui demander qu'est-ce que tu t'es fait dire pour investir dans tel portefeuille. Pour le même investissement, une personne pourrait avoir beaucoup plus d'informations que l'autre, dépendamment de sa capacité de rétention. C'est là où l'expert va avoir un impact assez majeur avec la surcharge d'informations, va faire varier les choses. Je vais introduire peut-être le 3e point, JB, tu pourras peut-être en parler un peu plus que moi, là, mais au niveau de l'optimisme, qui est un petit peu un sentiment que tout le monde dispose peut-être d'emblée là, dans le domaine de l'investissement sans trop en connaître réellement. Là, je crois qu'il y a comme une certaine mentalité que tout le monde aime de dire « Ah, ça va bien aller dans le temps. » Tout le monde, historiquement, tout le monde semble avoir fait de l'argent. J'ai plein d'amis qui me disent que ça se passe super bien dans les marchés. Pourquoi pas embarquer moi aussi si je vais faire de l'argent? C'est un peu comme le casino, mais c'est garanti d'une certaine manière pour certaines personnes, on dirait.
Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à sous-estimer les risques qui sont face à nous et à se dire ah, ça va bien aller. Quand on demande à un investisseur au début quel est son profil de risque, il aura tendance à te dire ah, moi je peux prendre du risque, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je suis capable. Alors que peut-être qu'il sous-estime les risques qui vont avec, qu'il ne mesure pas très bien et qu'il se dit juste les gens ont réussi, ils vont faire de l'argent, je vais faire de l'argent, ça va bien aller. Oui, et puis c'est une bonne façon de le voir, c'est comment dire aussi ce qui s'est passé récemment en fait avec la Covid. Vous devez avoir beaucoup de gens qui ont dû vous dire dans votre entourage que ça s'est cassé la gueule, honnêtement. Puis c'est là où justement l'intérêt d'avoir un bon profil d'investisseur. On en avait parlé encore une fois dans le même épisode là, mais sachez que c'est important en fait entre guillemets de bien gérer efficacement votre risque en répondant honnêtement, le plus honnêtement possible en tout cas aux réponses puis aux questions en tout cas qu'on vous pose quand vous ouvrez par exemple un compte de courtage aussi. Puis je trouve que ça peut être mis en parallèle aussi avec l'effet en fait, malheureusement l'effet de mimétisme aussi qui pareil est souvent discuté en fait quand on parle en tout cas surtout dans les stocks etc. donc dans les actions. En fait c'est de suivre le troupeau en fait. Je pense que l'exemple Tesla là puis Apple, les GAFA là, ça peut être le meilleur exemple qu'on connaisse là. Non, effectivement, on dirait que dans le domaine des GAFA, plusieurs personnes, surtout avec je crois que on en avait parlé également là, dans la période dernière du Covid. Les institutions financières avec des plateformes de trading avaient de la misère à combler la demande d'ouverture de compte. Et là, on s'est ramassé avec plusieurs investisseurs qui ne connaissent pas grand-chose au domaine du stock trading et ont décidé de s'embarquer là-dedans. Et le cas de Tesla est un excellent cas. On dirait que tout le monde était rendu fan d'Elon Musk. Tout le monde disait Tesla, c'est l'avenir. Je veux investir là-dedans parce que ça a monté de manière fulgurante sans considérer le fait qu'on ne sait même pas, c'est peut-être une fameuse bulle des technos et que Tesla en était présentement en cours sur une bulle majeure. Et si je ne me trompe pas, Tesla a fait un stock split. On en a parlé, on s'est corrigé également sur la répartition du stock split. Mais c'était également quelque chose qui, dernièrement, Tesla a eu beaucoup de volatilité parce que beaucoup d'investisseurs ont suivi en disant Tesla ça monte, Elon Musk est un génie, j'embarque là-dedans, j'ai 100$ à mettre, j'ai mis mon 100$ sur Tesla, je crois à ça pour l'éternité, sans absolument rien connaître, sans regarder les états financiers, sans regarder qu'est-ce qu'ils font, sans connaître la compagnie. Donc c'est l'effet de troupeau et le mimétisme est quelque chose je crois qui était assez notoire dans cette période Covid de l'année 2020. Oui, c'est un peu le pendant d'un sujet dont vous avez parlé récemment, des plateformes de trading, c'est-à-dire qu'il y a plein de plateformes qui se sont développées très simples, très facile pour tout le monde de venir acheter des stocks. Je pense que la plus connue aux États-Unis, c'est Robinhood, qui est une grosse application où beaucoup de gens vont acheter beaucoup d'actions et notamment du Tesla parce que c'est le stock qui marche bien en ce moment. Mais c'est vrai qu'il manque l'analyse qui va derrière. En vrai, on n'achète pas un stock juste sur les dernières nouvelles qu'on a pu lire, la photo qu'on a vue une fois. Tout ça, il y a de la vraie analyse à faire derrière, étudier le marché, étudier la compagnie, étudier ce qui se passe et vraiment si la compagnie a de la valeur. Oui, puis d'où l'intérêt aussi, quand vous n'y connaissez pas, d'acquiescer entre guillemets votre ignorance en fait des fois, puis de se dire, même nous-mêmes, on en avait parlé même avec Thomas, des fois c'est pas négatif de déléguer la gestion de son portefeuille à quelqu'un d'autre. Quand on parle de fonds, de ce genre de choses, de ETF, on vous délégue votre mandat, donc des fois c'est mieux, de ne rien faire que de suivre le troupeau, encore une fois, puis de se tromper complètement. Exactement, et puis ça nous amène peut-être on va peut-être faire un dernier biais, là. On en avait bien entendu plusieurs, parce que la finance comportementale, on l'a dit, là, c'est presque de la psychologie, là. C'est quelque chose qui a été étudié fortement et qui est pertinent à connaître, mais c'est très, très, très deep là, en anglais, là, qu'on peut dire. Là. Il y a beaucoup de concepts qu'on pourrait parler. Moi, je parlerais peut-être du concept de visualisation, parce que c'est quelque chose que je crois qui est assez, encore une fois, notoire dans les bureaux des institutions financières ou des experts financiers que vous allez consulter. T'sais, c'est très facile de dire regardez la charte index là, qui est faite par Morningstar, qui est une firme indépendante, et c'est souvent quelque chose qui est utilisé pour nous introduire voici comment les marchés fonctionnent, voici qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce qui pourrait se passer avec vos rendements, et c'est un magnifique graphique qui monte depuis les années 50. Et qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un de voir une courbe qui monte comme ça en montrant il y a eu quelques petits pics par-ci par-là, il y a eu des crises, voilà, c'est un magnifique schéma, mais ça veut pas dire grand-chose. Et puis peut-être Gab, tu pourrais donner des exemples que tu disais à tes clients, parce que il faut le visualiser. Un client qui connaît pas ça, voir un graphique des 50 dernières années des rendements des portefeuilles qu'on sait même pas c'est quoi, c'est un peu dur à comprendre et ça va peut-être pas le motiver à rentrer dans les marchés et à faire affaire avec cette institution-là. Donc je sais pas, Gab, comment tu pouvais visualiser ça avec les clients? C'est assez ironique, mais c'est sûr que quand vous rencontrez un conseiller financier de façon générale, pour connaître pas mal cette industrie-là,
c'est sûr que c'est quand même de la vente de produits de services financiers, on va pas se le cacher là, honnêtement. Alors c'est vrai que souvent, on essaye, puis les gens essayent, et puis c'est pas si mal en fait d'expliquer avec des mots très simples aux clients. Tu sais, par exemple, il y a des montagnes, il y a des vallées, donc souvent les gens comprennent que au final c'est fait pour aller plus haut là, généralement. C'est sûr qu'aussi le marketing joue beaucoup en fait sur les produits financiers. Vous avez dû probablement vous faire accoster toujours, même je pense de plus en plus maintenant par email ou avec des sollicitations par courrier aussi. Souvent c'était plus comme ça à l'époque, avec des brochures, avec des gens très beaux là, qui marchent sur la plage, etc. Le marketing fait souvent aussi beaucoup son effet dans... Exact, puis la visualisation, même un autre point, moi je m'en rappelle tout le temps, et puis c'est un peu ça dans toutes les institutions financières, le nom des solutions de placement. Y a-t-il quelque chose de plus apaisant que le nom des solutions de placement? Moi je regarde ça, même si c'est super risqué, je suis dans quelque chose de proportionnellement ambitieux. Je me sens valorisé par le nom de mon portefeuille, donc je crois que c'est quelque chose qui est assez représentatif de la visualisation que le branding des noms des solutions d'investissement dans les institutions financières, tout pays confondu, on le rappellera, je crois que c'est uniforme partout. Ouais, et puis c'est surtout, encore une fois, les brochures, le côté, on vous donne le café quand vous arrivez, on essaye de vous donner quand même de l'importance aussi. Après, c'est sûr, encore une fois, ça peut être critiquable, mais c'est aussi positif, parce que quand même, vous faites de l'éducation financière, c'est pas plus mal. Puis la plupart des gens, quand même, je l'espère, en tout cas dans l'industrie, sont quand même compétents. Donc c'est sûr que de façon générale, la visualisation, c'est important en fait. Et puis les investisseurs, ils comprendront toujours plus, effectivement, quand vous lui mettez une image, entre guillemets, qui lui fait comprendre les choses. Exact, une image aux 1000 mots, c'est l'expression dit dans ce contexte-ci. Je sais pas si JB, tu avais un point à rajouter sur le concept global de la finance comportementale. On va faire progressivement la conclusion du podcast. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, quelque chose qui te touchait plus au niveau que juste les différents points qu'on a parlé, les différents billets clés? C'est un sujet qui est passionnant, et c'est un sujet qui est vraiment intéressant à étudier si jamais vous voulez investir par vous-même, parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir questionner vos billets. Qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous faites pas bien, et où est-ce qu'il faut que vous retravaillez pour avoir une meilleure gestion de vos actifs. Exactement, et puis c'est important de dire, les billets, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose d'humain, on l'a dit, c'est la psychologie. C'est quelque chose qui va arriver, mais comment est-ce qu'il faut se gérer, parce que ces billets-là vont avoir de gros impacts, non pas seulement sur votre entrée en bourse ou sur votre début d'investissement, mais tout au long de votre progression. Donc c'est ça qui est important pour vous. On dit souvent lisez là-dessus, mais c'est encore plus clé là-dessus. Même posez-nous des questions supplémentaires au niveau de YouTube, entre autres, parce que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. On parle souvent de segments de finances perso qui sont axés sur vous, mais ça encore plus que d'habitude. C'est rare, on n'est pas des experts en psychologie, là, mais aujourd'hui c'est quelque chose de clé de vous faire réaliser un petit peu les propensions, et qui ne sont pas uniquement axées à vous. C'est pas uniquement Gab qui a ça, c'est généralisé dans l'ensemble des humains, des êtres humains, dans la relation entre l'humain et l'argent. On n'a pas le choix de passer par ça, on n'a pas le choix de les comprendre, et on n'a pas le choix de s'ajuster pour avoir une belle expérience dans nos projets futurs, dans notre retraite, etc. Oui, puis moi, pour mon mot que je pourrais donner, en tout cas pour conclure, moi, j'ai récemment lu en fait un bouquin en fait sur la finance comportementale, mais qui m'a donné en fait l'idée de proposer à ce sujet, les gars. Il s'agit en fait du bouquin de Michel Villa, Pile ou Face, qui est édité ici au Québec. Puis ça parle justement vraiment, c'est un ancien trader, donc et puis je le connais personnellement, donc je peux vous recommander très fortement la lecture de son bouquin. Je pense que ça s'achète même sur Amazon, là, en tout cas on peut l'avoir en PDF. Puis justement il revient vraiment beaucoup sur ces différents sujets, puis d'autres biais qui peuvent être intéressants, le biais du survivant, en tout cas qu'on n'a pas parlé là, le biais d'éviction, c'est extrêmement large, mais ça peut être utilisé en fait dans énormément de situations. D'où l'intérêt en fait de se renseigner, encore une fois. Puis je trouve que c'est toujours le but du podcast, c'est de se renseigner, puis de vous amener à plus de curiosité là. Exact. Donc c'est sur ça, les gars, je crois que ça va terminer nos deux segments du podcast d'aujourd'hui. Donc je vais vous remercier en premier. Je vais laisser Gab encore une fois faire le classique de fin de podcast. Et je le répète, là, les deux sujets d'aujourd'hui étaient assez deep. On est resté en surface, donc c'est sûr que vous allez peut-être avoir certains points à clarifier. Et puis c'est ça le but. On ne veut pas seulement faire un seul segment. Je crois qu'on fera peut-être un épisode spécial un jour sur juste les questions des différents segments qu'on a fait. C'est déjà notre 13e podcast. On en fera peut-être un dans le futur juste pour regarder les questions clés, ou peut-être rajouter certains points sur
plusieurs sujets qu'on a déjà parlé, qui étaient des sujets assez pertinents et qui nous amenaient vraiment à un petit peu vous teaser sur des sujets intéressants, mais ne pas vraiment aller trop en détail. Donc peut-être écoutez vos questions, posez-nous-les, et puis on va pas regarder Gab, je te laisse faire le mot là. Oui, mais vous oubliez pas, on fait la petite pub de fin là. N'oubliez pas évidemment que vous pouvez partager notre contenu là, si vous l'avez apprécié aussi à vos amis, famille, etc. pour qu'ils eux aussi, ils prennent conscience de ce qu'on parle, et puis ce serait super apprécié si vous le fassiez. On est désormais sur Amazon Podcast, là je vous annonce aussi, j'ai reçu un mail de la part d'eux pour rajouter en tout cas le podcast sur la plateforme, donc c'est fait. Ça devrait être sur Prime Video en fait, ou Prime Audio, là, je sais pas c'est quoi le nom de leur plateforme là, mais c'est ça, donc on est toujours accessible partout. En tout cas merci à Jean-Baptiste aussi d'être venu, c'est super apprécié, puis on a hâte de te revoir dans un nouvel épisode. Bah écoutez, merci à vous, et puis tous nos auditeurs, portez-vous bien, lavez-vous les mains et mettez un masque. Oui, bonne semaine à tous, salut.